Ça nous fait nous pas de faire sous tes dessalines, t'es qu'à boire la mort, t'es qu'à bracher négo. Ça nous dit nous pas de dire, ça nous fait nous pas de faire sous tes dessalines, t'es qu'à boire la mort, t'es qu'à bracher négo. Ma brûlé samba weyo, brûlé negine yo. Bouteille de salina, t'es qu'à boire la mort, moi nega pouye nego. Brûlé samba weyo, brûlé negine yo. Soude de salina, t'es qu'à boire la mort, moi nega pouye nego. Ça ne mange pas tout et manger ou qu'il n'a pas la pire sous des salines t'as qu'à boire la mort à moi n'est pas vle ça ne mange pas tout et manger ou qu'il n'a pas la pire sous des salines t'as qu'à boire la mort à moi n'est pas manger négo. Wele samba weyo, wele negine yo. Soude de salina, nega boire la moa, nega pouye nego. Wele samba weyo, wele negine yo. Soude de salina, nega boire la moa, nega pouye nego. Wele samba weyo, wele negine yo. Soude de salina, t'as qu'à boire la moa, moi nega brache nego. Wele samba weyo, wele negine yo. Soude de salina, t'as qu'à boire la moa, nega vle nego. Nega pouye nego. Depuis nous tout bout, depuis qu'un tête ensemble dit ton aile pas petit oh, ton aile pas petit oh, dit ton aile pas petit oh. Depuis nous tout bout, depuis qu'un tête ensemble dit ton aile pas petit oh, ton aile pas petit oh. A gol papetino, no il papetino, no il papetino. Depuis que ensemble, depuis nous, oui, papetino, no il papetino.
le mur méditerranéen qui n'existe certainement pas. Hein? Mais apparemment, M. d'Alembert va nous expliquer comment ce mur en est arrivé à s'appeler mur lorsqu'on ne le voit pas. Ce mur méditerranéen. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce mur méditerranéen, M. d'Alembert? C'est-à-dire, pour écrire ce roman, donc Mur méditerranéen, j'ai séjourné pendant un long moment, près de plus de mois, à l'île de Lampedusa en Italie, par exemple. Et ce qui m'avait frappé, il y a ce qu'on appelle là-bas un cimetière des bateaux. Et dans ce cimetière des bateaux, c'est des tout petits bateaux, parfois 15 mètres, 20 mètres, et on me disait que, tenez, il y a là, et 200 personnes il y avait eu sur ce bateau, ou 300 personnes sur celui-ci, ou ainsi de suite, etc. Donc forcément, en tant qu'Haïtien et en tant qu'Caribéen, ça a fait écho en moi, c'est-à-dire que le voyage de nos ancêtres, on va dire dans les bateaux négriers par exemple, les conditions dans lesquelles ils ont voyagé, donc c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est quelque chose, c'est-à-dire qui était vraiment presque viscéral pour moi, c'est-à-dire que en écrivant ce roman, je me suis vraiment senti à l'intérieur de ces bateaux-là, de ces cales-là. Et au bout de quelques mois, à la fin du roman, j'ai vraiment souffert de claustrophobie à un moment donné. Vous avez écrit le roman sur place? J'ai commencé sur place et j'ai continué. Donc, c'est-à-dire que, comment dire, l'actualité, c'est juste un prétexte. En fait, l'actualité, c'est ce qui va me permettre. L'actualité fait écho en moi, en tant qu'Haïtien, fait écho en moi en tant que Caribéen, c'est écho à ce que je suis en tant qu'individu collectif, j'ai envie de dire, à ce collectif haïtien-là, d'une part. Donc ça, c'est le côté strictement historique, c'est-à-dire ce qui a forgé notre identité en tant que Caribéen. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est l'élément générationnel. C'est-à-dire que dans les années 80, les Haïtiens et les Cubains, on parlait à l'époque de boat people, des gens qui partaient vers les États-Unis. Donc justement, tout ça, et ces bateaux-là, des gens qui partaient, qui essayaient, on appelait ça, nous en Haïti, on appelait ça les cantais, et qui partaient vers cette période-là. J'écoutais souvent, justement, à l'époque, j'avais 17 ans, 16 ans, Radio Haïti Inter, où on nous parlait de ces gens qui partaient vers les États-Unis. Et c'est quelque chose qui est resté en moi tout le temps en permanence. C'est-à-dire qu'entre, comment dire, la composante historique, donc ensuite, une autre composante qui est historique, mais qui est plus générationnelle. Justement, quand c'est arrivé, ce type de phénomène ou d'événements, ça m'a beaucoup marqué. Sans compter, autre élément à prendre en compte, j'ai beaucoup vécu en Italie. Et ayant beaucoup vécu en Italie, c'est quelque chose qui est arrivé avant que ça arrive en France. C'est-à-dire que je voyais en Italie ce qui se passait dans les informations, les journaux télévisés en général, on parlait de ça il y a déjà une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Donc tous ces éléments ont fini par faire en sorte que, voilà, ça a fait tilt en moi et j'ai pu écrire ce roman Mur méditerranéen. Donc mur, forcément parce que déjà, comment dire, la mer. Une mer mûre. Oui, une mer mûre, justement, en ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un mur infranchissable, et surtout pour nous autres Haïtiens, pour nous autres Caribéens, qui avons un rapport d'attraction, répulsion avec la mer. Les trois quarts d'entre nous ne savent pas nager, ça on le sait, et ce rapport à la mer qui est géographique, physique, mais qui est historique. C'est-à-dire que tout ce que c'est l'écrivain haïtien Émile Olivier qui disait que tout ce qui est de négatif pour nous est venu de la mer, la colonisation, l'esclavage, l'occupation des États-Unis et les cyclones. Il y a un certain nombre de choses comme ça, d'éléments qui font que le rapport à la mer est très difficile, quoi. Alors du coup, ce roman, vous l'écrivez parce que déjà, il y a plein de choses qui sont liées, mais aussi vous l'écrivez parce que vous espérez par vos écrits que les gens soient sensibilisés, ouvrent les yeux
est-ce que vous pensez que vraiment l'écriture ou la façon de présenter les choses peut ouvrir vraiment les yeux du cœur et faire en sorte que tout le monde adhère, ou du moins, est-ce que vraiment tout le monde doit adhérer? Est-ce que tout le monde peut adhérer? Est-ce que tout le monde peut comprendre? J'aime beaucoup l'expression les yeux du cœur. Et maintenant, il y a deux choses dans votre question. La première, pour moi, c'est... d'abord, il y a un roman. Et ça, je n'en sors pas, en ce sens que pour moi, il est important de savoir que je suis en train d'écrire un roman, c'est-à-dire une œuvre de fiction. Autrement dit, que les gens aient envie de tourner les pages, de continuer, de lire, de dire tiens, qu'est-ce qui va se passer après? Et là, c'est le lecteur en moi qui parle, c'est celui qui très jeune lisait un certain nombre de livres, des BD d'abord, ensuite comment dire, des livres plus sérieux, entre guillemets, mais il y a toujours eu cette idée que il faut que le lecteur puisse avoir envie de tourner les pages. Moi, en tant que lecteur, si je n'ai pas envie de tourner les pages, j'arrête. Au début, je ne le faisais pas. Dans ma phase, je dis parfois, dans ma phase intellectuelle, je voulais aller jusqu'au bout, savoir, etc., interpréter. Non. Maintenant, aujourd'hui, je deviens plus exigeant, entre guillemets. C'est-à-dire que si le livre ne me parle pas, au bout de ces vingtaines de pages, j'arrête. Donc, j'ai vraiment envie que le lecteur ait cette envie de continuer de tourner les pages. Donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, à partir de là, on se dit que est-ce qu'il y a des idées que j'ai envie de faire passer? Et forcément. C'est-à-dire que je suis un individu, je suis un citoyen dans une cité, d'une certaine façon, mais dans plusieurs même, dans mon cas précis. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai une réflexion par rapport au monde tel qu'il va aujourd'hui? Oui. Et forcément, quand quelqu'un m'écrit ou quelqu'un dans une rencontre me dit que moi je pensais que ce qu'on appelle les migrants, qui pour moi ce sont des réfugiés, j'ai appris beaucoup de choses, mais ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que les gens me disent que j'ai appris quelque chose, c'est quelque chose, ça me fait vraiment chaud et au cœur, et à ce niveau-là. Mais sans perdre de vue l'aspect romanesque, comment dire, l'aspect fictionnel. Mais je m'en voudrais aussi de ne parler que de mon nombril, ça je ne sais pas faire. Parler que de mon nombril, c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une position par rapport à la marche du monde, par rapport au monde tel qu'il va aujourd'hui, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, mais en même temps, je ne perds pas de vue l'idée qu'il faut raconter une histoire. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas envie de parler de votre nombril, est-ce que ce livre-là, quand vous l'avez écrit vous en tant qu'écrivain caraïbéen, est-ce qu'on vous a compris tout de suite? Est-ce qu'on a compris que c'est la personne qui écrit, donc c'est pas un écrivain caribéen, c'est pas un écrivain ici? Comment a été accueillie cette histoire, qui est une histoire qui se passe très loin de... Même si... Ouais. Oui, je sais pas, comment les éditeurs, comment ils ont accueilli ce livre-là? Est-ce qu'on vous a reproché de vouloir faire un roman universel ou être un écrivain universel? Ou bien est-ce que tout le temps on arrive à vous ramener à cet écrivain haïtien pour dire cette histoire pourrait être écrite par quelqu'un d'autre? Non? Et c'est tant mieux si ça aurait pu être écrit par quelqu'un d'autre. En fait. Pourquoi? C'est-à-dire que... Pourquoi? Qu'est-ce que vous l'avez fait? Non, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est... On part de soi, de ce qu'on est en tant qu'individu, en tant qu'être humain, pour aller vers les autres. D'abord. Et je pars aussi de moi en tant qu'haïtien pour aller au-delà d'Haïti, au-delà de la Caraïbe. Mais sans perdre de vue que on ne peut pas parler de l'universel, ou on ne peut parler de l'universel, pardon, qu'en partant de soi. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, c'est-à-dire on est raciné, j'ai envie de dire, quelque part. Et c'est à partir de ces racines-là, c'est comme un arbre. C'est-à-dire que si l'arbre n'a pas de racines, les branches ne peuvent pas aller très loin. C'est-à-dire qu'on part de quelque part. Je parle aussi de lieu en tant qu'individu. C'est ce lieu-là qui me permet de me projeter et en fait vers l'universel. C'est-à-dire que l'universel ne vient pas comme ça. Si
si on m'enlève, j'ai envie de dire, ces racines-là, je ne suis rien. Après, c'est-à-dire, je ne peux pas parler au monde. Je ne peux pas participer à ce rendez-vous du donner et du recevoir, comme aurait dit Léopold Sédar Senghor. C'est-à-dire que j'ai besoin de partir de quelque part. Et en partant de quelque part, je vais vers le reste du monde. C'est-à-dire que nul homme n'est une île, John Donne. Hein? Je suis relié aux autres, je suis relié aux autres. Si je reçois des autres, je dois aussi pouvoir leur apporter quelque chose. Et je ne peux leur apporter que ce que je suis. Et ce que je suis, c'est celui qui est parti d'un endroit donné, d'une histoire donnée, d'une identité ou d'une culture donnée. Et c'est là qu'il y a échange. C'est là que, je reçois, mais je donne aussi. Mais en Méditerranée, c'est 3 femmes. Oui. Pourquoi ces 3 femmes? Il n'y avait pas que des femmes, il n'y a pas que des femmes qui partent dans ces conditions-là. Pourquoi ces 3 femmes? Il n'y a pas que des femmes, mais on oublie qu'il y a aussi des femmes. C'est-à-dire que... Ah oui. C'est-à-dire que quand on voit les images à la télévision ou sur Internet, on voit souvent des masses d'hommes qui arrivent ici en Europe et ça a l'air plus menaçant parfois. Mais la moitié de ce qu'on appelle les migrants, ce sont des migrantes. Et de plus en plus de femmes qui font ce voyage-là. Et non seulement elles font ce voyage, mais les hommes sont aussi victimes d'un certain nombre de choses. Mais elles sont doublement victimes parce qu'il y a beaucoup de cas de viol, par exemple. Et quand on voit ces femmes arriver avec des enfants au sein, ce ne sont pas des enfants, la plupart des enfants, ce ne sont pas des enfants qu'elles ont ramenés de leur lieu de vie. Ce sont des enfants qui sont souvent le produit de viol en cours de route, en chemin, parce que le voyage, c'est pas un voyage qui se fait en 1 semaine ou en 2 semaines, c'est des voyages qui durent parfois 1 an, 2 ans, même plus. Donc, ce sont ces produits-là. Donc, pour moi, c'était important de faire entendre la voix de ces femmes-là. Et d'une part, c'est quelque part leur rendre justice, mais c'est aussi important pour moi, là aussi, en tant qu'haïtien, et où on dit souvent que la femme, c'est le potomitan, de cette société-là, de notre société. Donc de leur rendre hommage, et même j'ai envie de dire, à un niveau plus intime, quelque part, pour moi, maintenant je le dis, avant quand j'étais plus jeune, je ne le disais pas, mais je n'ai pas connu de père. Donc j'ai grandi avec des femmes. C'est-à-dire que je prolonge quelque part leur propre vision du monde, en fait. Et je n'ai pas de figure paternelle dans ma représentation du monde du tout. Donc ce sont ces femmes-là qui m'ont transmis. Ça vous fait un monde biaisé? Une vision biaisée du monde? Non, je ne pense pas que ce soit une vision biaisée dans la mesure où c'était des femmes très fortes aussi. Donc elles ont été femmes et hommes? Elles ont été femmes et hommes. Elles ont été femmes et hommes, surtout dans le cas de la grand-mère. C'est des femmes, et bien sûr maintenant, je suis adulte, homme, je peux rendre hommage et tout. Mais enfant, c'était justement quand elle jouait le rôle de l'homme. Ça ne passait pas? Ça ne passait pas du tout. Mais si vous voulez, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que la présence de ces femmes-là, ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent et ce qu'elles m'ont transmis. En tant qu'individu, en tant qu'être humain. Donc, et à partir du moment où j'écrivais un roman comme Mur Méditerranée, c'était important de souligner la présence de ces femmes, leur force, leur courage. Mais si on parle de la réalité, ce qui est plus difficile à admettre aussi, c'est que souvent quand les femmes partent, ça veut dire que c'est très grave. Parce que c'est souvent celles qui restent. Les hommes sont les premiers à partir. Et elles gardent un peu, le foyer, pas seulement le foyer, je veux dire, elles gardent le lieu, elles gardent l'identité, elles gardent la famille, et ainsi de suite. Mais quand elles commencent à partir, ça veut dire que c'est assez grave. Donc c'est pour ça que Shoshana, elle embarque son petit frère, oui. Elle va partir parce qu'il n'y a plus moyen de rester, mais pourtant il y a
la famille qui reste. Il y a la maman, les grands-parents, les Oui, trucs. c'est une question de génération maintenant. Ouais. On a une question de génération. Dans le roman, on est dans une question de génération. On a comment dire, vous avez parlé de Shoshana, donc, qui est une Nigériane. Donc c'est un roman avec autour de 3 personnages. Hein. Donc on a la Nigériane Shoshana, on a la Syrienne Dima et l'Érythréenne Semar. Et les 3 vont partir chacune pour des raisons différentes. Et Shoshana, on pourrait dire, part à cause de ce qu'on appelle aujourd'hui le dérèglement climatique. Donc c'est une réfugiée climatique. Semar, l'Érythréenne, c'est une réfugiée politique, parce qu'elle fuit une dictature, elle fuit le service militaire à rallonge et Dima fuit la guerre. Et Dima fuit la guerre. Donc c'est une réfugiée de guerre. Donc on a ces 3 personnages-là qui partent pour 3 raisons différentes. Et 3 femmes qui font partie justement et qui appartiennent, j'ai envie de dire, à ce qu'on appelle les 3 monothéistes les plus connus, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme. Mais en même temps, quand on lit bien le roman, on se rend compte qu'il y a autre chose. Je cite un certain nombre de divinités. Et puis les Haïtiens eux-mêmes vont faire attention, ils vont voir plus loin que je parle d'Ogo, de l'Egba, etc. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là aussi. Donc il y a une forme de spiritualité très très présente dans le roman et dont ces femmes se servent. Parce que pour affronter un tel comment dire, parcours, eh bien, parfois il faut avoir la foi. Dieu, Jéhovah, là ne suffisent plus à ce moment-là. Ah, il faut appeler les autres. Il faut appeler les là, autres. il sait faire. Hein. Mais surtout que nous, on n'en est pas. On a une identité plurielle qui additionne, qui cumule. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une identité exclusive. On n'exclut pas. On additionne. Et tant mieux. Dima, c'est une bourgeoise syrienne. Et je me demandais pourquoi elle était sur le bateau. Pourquoi il y avait moyen de partir autrement? Ah non, justement. C'est-à-dire que c'est ça tout le drame des réfugiés. C'est-à-dire qu'elle essaye de partir et autrement. Elle essaye de faire les consulats, les différents consulats des pays occidentaux, mais elle n'obtient pas le statut de réfugié de guerre. Et ce n'est pas évident. De temps en temps, elle tombe sur des fonctionnaires bienveillants qui lui disent réessayer dans 6 mois ou réessayer dans 1 an. Mais à un moment donné, il y a l'urgence. Elle a 2 enfants, 2 filles, qu'elle a envie d'éduquer dans des situations plus ou moins tranquilles et sereines. À ce moment-là, elle se dit qu'il faut s'en aller. Elle ne peut pas. Et c'est des femmes assez fortes aussi, ces 3 femmes-là. C'est des maîtresses femmes. Et quand on voit le mari de Dima à côté, Hakim, eh bien, bon... Pâle figure. Oui, il fait assez pâle figure. Justement, Dima me pose problème dans la mesure où... Alors, c'est pas tout Dima, mais une partie du discours de cette femme, l'écrivain la laisse dire sans prendre parti. Alors, du coup, je me dis, est-ce que l'écrivain que vous êtes, donc l'écrivain, M. d'Alembert, Louis-Philippe d'Alembert, ne prend pas parti parce qu'il veut laisser dire Dima sa phrase très raciste sur ces Africains-là, parce que voilà quoi, ou du moins, est-ce que il ne veut pas prendre parti pour que justement on l'accuse pas dans son écrit de dire mais c'est quoi ces discours. À un moment donné, l'écrivain va venir pour dire mais c'est pas bon cette réflexion. Pourquoi? Non, moi je n'ai pas à prendre parti justement. C'est-à-dire que mon travail en tant qu'écrivain, c'est, disons, auteur de fiction, en tant que romancier, c'est justement d'être le plus crédible possible, c'est-à-dire de me glisser dans la peau de chaque personnage. C'est-à-dire que dans ce cas-là, si je devais prendre parti, on me dirait que, écoutez, vous êtes un homme, vous ne pouvez pas vous mettre dans la peau d'une femme. Autrement dit, je suis un noir, je ne peux pas me mettre dans la peau d'un blanc, ou je ne peux pas et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que mon travail à moi, c'est d'essayer d'être le plus possible fidèle, éventuellement, à la pensée de ces personnages-là.
C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent me heurter, moi en tant qu'individu, en tant que citoyen, ça peut me heurter, mais je me dois d'aller jusqu'au bout, comment dire, de cette pensée-là. C'est de la pensée raciste, quelque part, de ce personnage de Dima, et de pouvoir l'affronter. Après, en tant qu'individu, en tant que citoyen, et justement, j'ai besoin de connaître aussi cette pensée pour pouvoir la combattre, et par la suite. Mais je suis ce qu'on pourrait appeler, pour aller vite, un romancier réaliste. Donc, je n'ai pas à prendre parti à ce niveau-là. Maintenant, après, si on me demande que pense le citoyen, ça c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que maintenant, le citoyen peut, lui, intervenir. Le citoyen peut. Mais mon rôle, c'est d'être le plus crédible possible, c'est-à-dire de décrire une histoire la plus vraisemblable. À quel moment vous êtes le citoyen quand vous répondez à une question, en fait, quand vous évoquez le racisme oriental? À quel moment vous êtes le citoyen? À quel moment vous êtes l'écrivain? Lors d'une interview que vous avez accordée, vous dites, et justement pour parler de ça, on dénonce pas assez ce racisme-là, mais en même temps, alors pour faire très très court, hein, vous me pardonnerez de faire très très court et peut-être même ça peut biaiser votre discours, vous me corrigerez s'il le faut, mais en même temps il faudrait que chacun prenne sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Alors du coup, c'est le citoyen qui le dit ou c'est l'écrivain? Et si c'est le citoyen, on peut lui dire quelle part de responsabilité, on va en venir avec votre père Dessalines là dans cette affaire, quelle part de responsabilité doit-on prendre? Et si c'est l'écrivain, on va vous dire, mais vous écrivez une histoire qui va faire plaisir qu'à un groupe. Ah non, c'est-à-dire justement, mon rôle, je suis, ou j'essaie d'être le plus possible dans l'humain, tout en sachant que l'humain est divers, il est multiple. Il ne partage pas forcément, comment dire, mes opinions. Et l'exemple que je donne souvent, pardonnez-moi de parler de choses intimes, il y a 10 ans, 15 ans, je n'aimais pas tellement évoquer ces choses-là, mais je me rappelle une lettre que j'ai reçue de ma mère, il y a des années de cela, il y a plus de 20 ans, où elle me disait, dans laquelle elle me disait, je sais que tu ne crois plus en Dieu, mais je continue à prier pour toi. Et les mamans haïtiennes le font, hein. Oui, mais c'est ça c'est-à-dire que c'est ce respect-là. C'est-à-dire que le respect de ce que je suis, et en tant qu'individu, en tant qu'être humain, mais et avoir assez d'amour pour, comment dire ça, respecter ce que je suis devenu, mais de continuer à m'aimer. Donc maintenant, quand on est dans l'humain, c'est de pouvoir accepter que l'autre a une pensée différente, qui peut être une pensée haineuse. Mais je me dois d'abord de comprendre cette pensée, sans la partager, et ensuite, parfois même, s'il le faut, de combattre cette pensée. Moi j'ai la preuve que Philippe d'Alembert a inventé l'imaginaire et j'ai volé son idée. Mais ça s'appelle Deus Ex Machina. Hein. Il a fait le livre dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle Avant que les ombres s'effacent. À la fin du livre, il y a un juif là, Jude, etc. Jordan. Monsieur a une cérémonie vaudou. Et puis, boum, monsieur prend loi, qui est les Dessalines. À la fin du livre, il n'y avait plus d'idées. Il a trouvé une idée, boum. C'est vrai. Il n'y avait plus d'idées, il y a un esprit qui a monté un mec. Un juif. Aïe bobo, le mec a été possédé par un esprit.
Et dès que j'ai lu ça, j'ai dit je vais faire pareil. Dès que j'ai pas d'idée, je suis monté par un esprit. Papa Boukmano, Papa Boukmano, nous rivons dans ton bouton, puis nous diviser la famille dos à dos. Non, ou pas te faire, non, ou pas te faire, ou pas caïman pour payer étranger. C'est moi qu'on est sorti pour moi, papa de Saline. Si mon monde, c'est où pour me dire merci de Saline. Si mon verger me garde, c'est grâce à vous de Saline. Si je me lève tête moi pour marcher, c'est grâce à vous de Saline. Chaque fois que je regarde l'autre nègre, je dis merci de Saline. L'aime moi ça qui passe l'autre côté, je dis merci de Saline. L'aime tant de quelques nègres pareil, moi qui parlé, je dis merci de Saline. C'est moi qu'on est soyé pour moi, papa de Saline. Taureau de Saline sans moi, de Saline dans moi, de Saline dégrangé dans la tête moi, de Saline entrailles moi. Papa Boukmano, nous assez. Papa Boukmano, nous rivons dans ton bouton. Pays nous diviser, la famille dos à dos. Non, ou pas te faire. Non, ou pas te faire. Pas caïman pour sa vie étrangère. Sa vie est en
Et Dessalines a été en grande partie assassiné à cause de ça, quand il a dit « Et les autres, ceux dont les pères et les mères sont restés en Afrique, n'auront-ils donc rien ?» C'est-à-dire Dessalines, quelque part, s'est inscrit dans une forme, j'ai envie de dire, de socialisme avant la lettre, et que nous, on va assassiner, comment dire, Dessalines à cause de ce problème-là. C'est-à-dire maintenant que les Français ou les États-Unis ne parlent pas de Dessalines, c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas à eux d'écrire notre histoire, le roman national, c'est à nous de le faire. Et c'est ça qui m'importe moi, aujourd'hui en tant qu'haïtien. Dans tous les cas, que l'on parle de Toussaint Louverture, que l'on parle de Christophe, que l'on parle de Dessalines, que l'on parle de Pétion, il s'agit de faire un certain type d'histoire aussi, c'est-à-dire l'histoire des personnalités, quoi. Parce que moi, je pense que le débat à l'heure actuelle, même dans le cadre national, c'est plutôt de parler de l'histoire des masses, en fait. C'est-à-dire de ceux qui ont fait la révolution au quotidien. C'est-à-dire, si je veux parler concrètement, c'est-à-dire les scènes marronnes, par exemple. Moi, je pense que le débat devrait se porter là-dessus à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, pas de parler des événements marquants, mais des petites scènes, en fait, qui ont fait au jour le jour l'histoire des luttes en Haïti, quoi. Et en ce sens, je ne pense pas que ni Toussaint, ni Dessalines, ni Christophe vaut la peine, à l'heure actuelle, d'être valorisés comme individus, parce que c'est les populations, c'est les masses, c'est le peuple, en fait, quelque part, sans populisme, je dis ça, hein, qui font l'histoire. Ce n'est pas les individus à part entière, quoi. C'est-à-dire, je pense que si on veut construire ce qu'on appelle une démocratie réelle en Haïti, il s'agit de faire l'histoire de ces gens qui sont d'en bas. Et moi, je pense qu'il faut renverser aussi cette perspective de faire l'histoire des grands hommes. Oui. Et à ce titre-là, je veux parler de ma mère, par exemple, de mon père, de mes grands-parents, c'est-à-dire l'histoire des petites gens, en fait. Oui, mais sauf que Watson... J'ai pas dit que c'est pas bien de faire l'histoire des grands hommes, bien sûr. Mais je pense à l'heure actuelle... Non, je suis d'accord. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire que tous les peuples ont un récit, un roman national. C'est-à-dire que on est en France. Aujourd'hui, les Français vont forcément te parler de la Révolution. C'est-à-dire que, et ça ne signifie pas pour autant que le fait de parler de la Révolution, le fait de parler de la manière dont la bourgeoisie s'est accaparée de la Révolution. D'une part, en France, hein, je parle en mettant le peuple dans la rue, mais en récupérant par la suite ce qui va se passer, ça ne signifie pas pour autant qu'on ne parle pas de ce type peuple-là. C'est-à-dire Dessalines, si on regarde l'homme Dessalines, c'est ce qu'on appelle l'esclave domestique, qui est tout le contraire de Toussaint Louverture, Dessalines qui est l'esclave des plantations, qui est tout le contraire de Toussaint Louverture, qui est l'esclave domestique, donc qui est plus proche du maître, quelque part. Donc Dessalines représente, au fond, et le petit peuple d'aujourd'hui dont on parle, c'est-à-dire que c'est celui qui n'a pas de proximité, de rapport de proximité avec le maître, et c'est celui... Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs qu'aujourd'hui, les gens se reconnaissent en Haïti beaucoup plus en Dessalines qu'en Toussaint Louverture. C'est-à-dire que ça ne signifie pas pour autant, c'est pas parce que Dessalines est devenu par la suite celui qui est devenu, donc le libérateur, l'empereur et tout le reste, que Dessalines, au départ ne focalise pas un certain nombre comment dire ça, j'ai envie de dire, de rêves, d'ambitions, de projets du petit peuple. Dessalines, au départ, vient de là. C'est lui, c'est cet homme-là. C'est-à-dire que même s'il est devenu empereur par la suite. Et moi, je voulais vraiment vous demander, par exemple, dans ce roman, Le Mur Méditerranée, où il y a des espèces d'étages entre les personnages de femmes, que moi je trouve merveilleux, parce que je pense que moi je suis un homme, je défends ma condition d'homme, mais il y a quand même quelque chose de féminin qu'on essaie d'annoncer, et que vous l'annoncez très bien dans votre roman. Moi je voulais savoir à quel étage vous vous situez dans ce roman. Est-ce que vous vous situez dans la cale du bateau? Parce que moi ça me fait penser à toute notre traversée que nous, bien sûr, en tant que nègres du Nouveau Monde, nous vivons tous les jours,
dans plein de situations. Et des fois, il y a des nègres qui se situent dans la cale du bateau, vraiment en dessous, et sur le pont ou dans les cabines. Et moi, je me demandais, et en vous lisant, et puis vraiment en vous aimant aussi parce que, en tant qu'auteur, parce que moi je suis aussi un guerrier de l'imaginaire, tout comme vous, je me demandais à quel étage vous vous situez entre ces trois femmes. C'est pour ça que moi j'ai fait ce point-là en fait. C'est justement par rapport à la question, le débat en fait, sur des figures héroïques. Parce que lui, il parle de trois figures de femmes qui sont des figures en fait qui vivent et qui inventent l'espace et le temps au quotidien. Alors que mais il les rend héroïques. La question. Il les rend héroïques et c'est normal. Je peux vraiment être agressif. Hein. Non mais il les rend héroïques. Je voulais dire. C'est normal de les rendre héroïques ces femmes. Je peux vraiment être agressif. Hein. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il fait une histoire de ceux qui inventent le quotidien en fait, à travers la figure de ces trois femmes. C'est pas une histoire d'héros en fait, quelque part. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que j'ai ramené le débat sur des figures qui ont fait la résistance, mais qui ne sont pas connues. C'est-à-dire, effectivement, même avant même de parler de Toussaint, de Dessalines, de Christophe, qui ont fait une révolution, de Pétion, qui ont fait une révolution, qui ont guidé, mais il y en a aussi depuis la cale, même avant la société plantationnaire, qui ont résisté sur le bateau, avant même d'être mis d'être captifs dans une société plantationnaire. Or, dans la cale, déjà, il y avait des résistances, il y avait des mutineries, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait de ces figures? C'est ce que je trouve dans son roman, en fait. C'est-à-dire des figures qui n'ont pas attendu des gens qui les représentaient pour faire la révolution. C'est des gens qui s'inventent une nouvelle vie, alors même qu'il y a déjà une domination. Et ça, je trouve ça merveilleux chez lui, en fait. Merveilleux. C'est cet avantage-là, comme dit Jephté, que nous avons en littérature par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que la littérature, quand on s'empare, entre guillemets, d'un sujet historique, on va pouvoir se glisser dans les failles. Là où les historiens n'ont pas au départ de réponse. Parce que les historiens, eux, ils travaillent à partir des faits. Et ils ont besoin, c'est presque scientifique justement, c'est-à-dire ils ont besoin des faits, ils vont dire que tiens, ça c'est arrivé, ça s'est passé, etc. Ils raisonnent par rapport aux faits. Donc nous, il y a des failles, il y a des silences et dans l'histoire, et c'est là qu'on va se glisser, c'est là qu'on va inventer un certain nombre de choses. Et ces gens-là dont on ne parle pas, c'est-à-dire ces personnages qui étaient dans la cale du bateau, ces personnages qui n'ont pas réussi à émerger et qui ne sont pas devenus des Dessalines, qui ne sont pas devenus des Toussaint Louverture ou des Christophe ou des Pétion ou d'autres, mais ce sont de ces personnages-là que nous, quand par exemple dans un roman comme Avant que les ombres s'effacent, je parle, comment dire, du rôle qu'Haïti a joué dans le sauvetage des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je parle aussi des petites gens, de l'histoire de ces petits gens, de ceux qui sont intervenus, mais qui n'ont peut-être pas laissé de traces dans l'histoire, et que ce sont ces petites gens-là, ces petites femmes-là, ces petits hommes-là, qui ont réussi à mettre, comment dire, la main à la pâte, et c'est là que j'interviens moi en tant que romancier. C'est là que j'essaie de combler, peut-être de manière prétentieuse, mais j'essaie quand même de combler les failles de l'histoire. La misère pas fini avec moi.
Moi, je pense que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un imaginaire haïtien qu'on ignore et qu'on n'arrive pas à mettre en valeur. On se choisit des héros. Vous parliez des héros du quotidien. Ma mère, comme la vôtre, sont des héroïnes. Ce sont des Dessalines. Voilà. Et donc, moi j'écris avec ces sensations-là. Et moi, je me dis, ce qu'il faut aux Haïtiens, maintenant, qu'on soit de la diaspora ou en Haïti, c'est un imaginaire. C'est quelque chose, un imaginaire qui nous ramène à ce qu'on est vraiment. Hey,